d'envoyer et de télécharger des fichiers plus lourds. Donc on ne faisait non plus de l'impression exclusivement, mais on faisait également la création et on permettait à nos clients d'imprimer eux-mêmes ou d'actualiser des fichiers directement par Internet. On en était déjà au balbutiement du web to print. Donc ça représentait une part d'activité assez peu importante, ça représentait 5% de notre activité, mais ça permettait en fait aux restaurateurs, c'était déjà une première réflexion, ça permettait aux restaurateurs de mettre à jour son offre parce que la crise que l'on connaît depuis maintenant 50 ans, était telle qu'il fallait que le restaurateur puisse modifier son offre quasi quotidiennement pour ne plus avoir des quantités de matières premières en cuisine ou en frigo qui ne sortent pas et avoir des produits sur sa carte qui soient toujours au plus juste prix. Donc, pour permettre ces solutions-là, nous avions des solutions qui étaient le balbutiement du web to print avec de l'actualisation par Internet. Lorsque j'ai cédé ces sociétés en 2012, j'ai recréé une activité qui est Hippocam aujourd'hui, dont le métier exclusif est justement ce web to print et des solutions qui permettent à la fois de l'actualisation permanente des offres des restaurateurs. Et en fait, notre métier aujourd'hui n'est plus de faire des produits imprimés pour la restauration ou l'hôtellerie. Notre métier est de concevoir des plateformes qui permettent à l'industrie agroalimentaire, que ce soit les glaces, que ce soit les boissons, d'aller construire des offres complètes avec des supports qui soient pré-maquettés, définis, qui permettent, je dirais, vous connaissez Vistaprint ou des choses comme ça, qui permettent, dans une niche qui est l'hôtellerie-restauration, d'avoir des bibliothèques, des photothèques, des éléments préconstruits pour avoir plus facile à aller chercher ces éléments-là, et en plus d'avoir une démarche de maquettage derrière qui permet une personnalisation totale des imprimés. Notre métier aujourd'hui est de concevoir ces offres pour que les sociétés agroalimentaires puissent dynamiser leur force de vente. Alors, on en reparlera justement dans le cadre de l'EFC, vers quoi nous sommes allés, parce que notre métier aujourd'hui n'est plus de créer une carte de resto. Notre métier est vraiment d'aller très en amont avec la société agroalimentaire ou le réseau de boissons pour aller définir des offres et faire des propositions sur le terrain, au marché, qui soient beaucoup plus adaptées et d'apporter des réponses également de service pour le consommateur final qui soit beaucoup plus abouti. Voilà dans les grandes lignes ce que nous faisons aujourd'hui. Merci Pascal. Du coup, ta rencontre avec l'EFC, comment elle s'est opérée? C'est-à-dire le parcours apparaît, toi tu as déjà cette démarche qui est du coup enclenchée chez Hippocam. Et du coup, qu'est-ce que tu découvres à l'occasion de ce parcours de l'EFC? Qu'est-ce que tu vis finalement dans ce cadre-là? On est aux alentours de 2016-2017, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'était en 2017 qu'on a passé cette année de l'EFC. Je découvre les externalités positives. Ce qui était très, très intéressant, c'est dans cette dimension de service, c'est d'observer qu'on n'était pas seulement en train de faire une solution qui permettait de commander en ligne, mais on découvrait qu'en fait, il y a bien d'autres services qu'on pouvait apporter. Et je m'explique. Lorsqu'aujourd'hui, nous créons une plateforme d'imprimer, en fait, on se rend compte que les services que nous apportons à une force de vente, puisque c'est une force de vente d'une société agroalimentaire qui va utiliser les prestations, on se rend compte qu'en fait, ces personnes qui vont chercher des supports pour les proposer à leurs clients ont en même temps, et nous développons ça avec notre client, on se rend compte que puisqu'on a des bases de données de glace, et puis qu'on a des bases de données de cartes, on peut déjà corréler les deux en se disant, mais dans tel type d'établissement qui utilise tel type de support, quel type de produits glacés vont être plutôt proposés. Quand on observe ça, on se rend compte qu'on peut donner des arguments aussi aux commerciaux et également à un restaurateur à lui dire,
dans un type d'établissement comme le vôtre, voilà des produits qui vont être consommés chez vous. Ce n'est pas la peine d'étoffer votre gamme trop largement, ça ne servira à rien. Et comme en plus on est dans une production minimisée, puisqu'on est sur du digital, ça n'est pas la peine de faire des surcoûts d'investissement en impression. On va faire des séries beaucoup plus courtes, ça n'est pas la peine de faire du volume d'imprimés, et ce n'est pas non plus la peine de faire des gammes de produits à vendre trop larges, puisque nous savons, par l'analyse de vente que nous avons, qu'une gamme trop large ne vous générera pas de chiffre d'affaires, mais plutôt de la perte. Donc, on est capable aujourd'hui de dire rationalisons. N'achetez pas plus, n'essayez pas de proposer plus, proposez mieux, ne proposez pas sur plus de supports, proposez mieux. Et aujourd'hui, l'idée est de justement sortir de cette unité de volume de production d'imprimés. D'ailleurs, c'est l'objectif que nous donnons, que nous assignons avec notre client, c'est d'avoir des budgets par point de vente qui soient de moins en moins élevés. Et ce n'est pas seulement en reniant sur de la qualité, c'est surtout en reniant. Ça n'a aucun intérêt. On se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre un volume d'imprimés et un chiffre d'affaires réalisé au final. Donc là, il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Quand on est sur des plateformes comme ça, avec une rapidité de production, on va tellement vite à produire les supports, parce que tout est très, très normé, et les maquettages se font très, très vite. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un support est proposé, ou une PLV, ou n'importe quel outil de promotion dans un point de vente, on a tellement peu de temps entre la commande et la livraison, puisqu'on est en quelques jours, et non plus quelques semaines, comme ça l'était auparavant, dans un schéma classique. C'est-à-dire que le restaurateur peut bénéficier de tous les supports de promotion beaucoup plus vite. Donc il a un temps de mise en place de ces produits à vendre beaucoup plus réduit. Donc il y a une réaction beaucoup plus intelligente, et de la même manière, lorsqu'il va réassortir ces produits, on va être dans une agilité beaucoup plus importante pour avoir des outils de vente qui sont sur table beaucoup plus vite. Donc là, on a des effets qui sont beaucoup plus intéressants. De la même manière, on a commencé à travailler et une réaction auprès de leurs clients qui était beaucoup plus satisfaisante qu'ils ne l'avaient auparavant. Donc, ils sont capables d'apporter des éléments sur la consommation à venir et les ventes à venir. Ils sont capables d'apporter des éléments de vente beaucoup plus rapides et de réagir beaucoup plus rapidement également aux remontées terrain de leurs clients. Donc là, on a tous gagné en agilité et c'était extraordinairement intéressant. Et on l'a mesuré d'ailleurs avec ce déconfinement récemment, où on se rend compte que puisqu'on avait mis en place des solutions qui permettaient cette communication beaucoup plus agile, lorsqu'il s'est agi de déconfiner les restaurants et cette question de la manipulation des cartes à éviter, donc des QR codes, des panneaux, des ardoises, des choses comme ça, toutes ces solutions étaient déjà existantes dans nos plateformes. Donc, sans aucune difficulté, tous les commerciaux du réseau pour lequel on travaille avaient des solutions gratuites en plus à proposer à leurs clients pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre leurs propositions sur table sans manipulation, par des panneaux, par des QR codes, par des solutions numériques, digitales, ce qui permettait d'avoir une réactivité beaucoup plus importante, de la même manière d'ailleurs que les carnets de rappel sont également numérisés pour ne pas avoir de manipulation, et tout ça a été mis en place très très vite, très réactivement, parce que tout était déjà digitalisé et numérisé dans les plateformes que nous utilisons aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une dimension de service que jamais on n'aurait eu auparavant. On n'aurait pas pu répondre avec une telle réactivité. Peut-être parce que dans tout ce que tu viens de dire, Pascal, je trouve qu'il y a deux notions extrêmement importantes. Tu as parlé des externalités positives, il y a d'une attention dans le réel de ce qu'on produit, dans l'expérience que l'on a de relation avec nos clients, avec les restaurateurs, avec les distributeurs, avec les producteurs, une attention à ce qui est généré comme effet positif au-delà de ce que d'habitude on observe.
Et ça, c'est vraiment un pilier dans l'EFC de dire, attention, c'est pas parce qu'on a mis quelque chose sur la facture que l'effet de valeur se limite à ce qui est sur les factures. Et il y a une curiosité à aller regarder un peu ce qu'on génère au-delà et à questionner d'ailleurs l'intérêt de ce qu'on génère au-delà. Et ça, c'est vraiment ce jeu sur les externalités, d'essayer de repérer ces effets positifs, notamment, un peu en cascade, pour se dire, bah, si je joue un peu mieux mon rôle, ou si j'étends un peu mon rôle en essayant de prendre en charge, y compris d'assurer l'existence de ces effets positifs, ça me donne un périmètre de jeu beaucoup plus grand. Là, on est déjà passé du web to print dont tu parlais tout à l'heure à quasiment un accompagnement complet qui va du distributeur au restaurateur, passant par le producteur et leur agglomération à travers cette curiosité qui est autour des effets d'externalité. Et il y a une deuxième notion, je trouve très importante que tu mobilises là, c'est la question de la pertinence. C'est-à-dire que le sens de la rationalisation, notamment, c'est pas une rationalisation minimisatrice, c'est-à-dire qui cherche à faire de l'économie de bout de chandelle pour faire de l'économie, mais c'est une rationalisation dont la question centrale, c'est qu'est-ce qui fait sens pour l'activité des autres. Et de mettre l'énergie, de mettre toute son énergie sur ce qui fait sens, ce qui est particulièrement fort finalement dans l'activité des autres. Et on voit pourquoi ça ouvre une forme, tu parles d'agilité, quand on a préparé ensemble aussi, tu parlais de pragmatisme. En fait, le rapport particulier à l'existant, il donne cette capacité finalement à, à trouver non pas des formes d'adaptation au rabais, mais au contraire des formes de proactivité très intéressantes. Mais ça passe par un travail de fond qui est fait dans les parcours, d'instruction du potentiel latent qui est déjà présent dans les relations commerciales que l'on a, dans les relations clients-fournisseurs que l'on a. Et donc, ce travail d'une curiosité que l'on met en avant. Alors, je vois que Simon nous adresse une question sur le lien avec l'EFC. Alors, je viens d'en dire un petit mot, mais peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus là-dessus. Mais peut-être juste avant, c'est du coup, je trouve que là, c'est intéressant de voir comment tu es engagé dans une démarche d'innovation, finalement, qu'on appelle des fois innovation servicielle ou innovation par le travail, qui justement amène ce déplacement qui te fait sortir du produit pour aller vers le service, pour rejoindre la question de Richard, c'est-à-dire aller vers d'une démarche où l'énergie elle est mise dans la conception des produits ou des supports, à une démarche dans laquelle c'est la conception de l'écosystème finalement qui est au cœur de ton fonctionnement. Il y a deux niveaux. Pour répondre à Richard qui demande comment on est passé du produit au service, il y a deux niveaux. Quand je crée une plateforme pour un réseau, qui soit dans la distribution de boissons ou dans la distribution de produits agroalimentaires pour la restauration. Le service, déjà, la question c'est, bien sûr, le produit, c'est la finalité, ça va être un support sur lequel je vais présenter une offre, une carte, un panneau, une PLV, un menu board, enfin ce qu'on veut, peu importe. Là, il y a un produit. Maintenant, si je m'interroge à me dire, la finalité, c'est de présenter une offre à un consommateur. Mais si je veux lorsque je vais apporter de la réactivité, de la mise, de l'analyse des produits que j'ai mis dans ces offres, si je suis capable de dire à cette industrie agroalimentaire, vous avez tel produit tant de fois dans les établissements. Ça veut dire que si vous avez mis un produit dans 80% des cas, tel produit est sur une carte, ça veut dire que vous avez telle potentialité de vente. Ça veut dire que pour votre mise en fabrication de ce produit, voilà ce que vous avez à planifier dans vos fabrications. J'apporte déjà un service qui est tellement plus important, puisque je peux donner en uniquement un clic pour voir l'analyse possible, je peux déjà dire potentiellement quels sont les produits les plus vendables, puisque réellement les plus mis en avant sur des supports. Donc là, j'apporte déjà un outil statistique et analytique que jamais de la vie était traité auparavant. Donc là, on peut déjà mettre en place des solutions. De la même manière, je peux dire à un restaurateur, dans un type d'établissement comme le vôtre, voici le type d'offre qui est la plus pertinente
parce que celle qui nécessitera pas des stocks de produits alimentaires les plus importants et qui vous permettra de rationaliser vos achats. Voilà. Euh, N'allez pas trop loin, c'est pas la peine, ça se vendra pas, vous ferez de la casse. Donc là, je peux déjà apporter une analyse de la vente, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse mon client en amont, et c'est ça qui intéresse mon client en aval. Je suis dans une dimension de service. Maintenant, pour aller encore plus loin dans l'autre schéma, c'est qu'on apporte plus seulement du service en amont à l'industrie agroalimentaire ou alors réseau de distribution de boissons, c'est qu'en fait, on va apporter également de l'information au consommateur final. À savoir qu'aujourd'hui, puisqu'on est digital, puisqu'on est numérisé, puisqu'on a des QR codes, puisqu'on a des accès à de l'information, je vais pouvoir dire au consommateur, mais aujourd'hui, le support que tu regardes, qu'il soit une carte, qu'il soit un panneau, qu'il soit n'importe quoi, aujourd'hui, tu peux accéder à de l'information complémentaire selon que tu l'as choisi de telle ou telle source. Je m'explique. Si je vais pouvoir te donner une information, par exemple, sur une association mets-vin. Tu choisis des plats, tu ne sais pas quel vin prendre, et ben voilà une association mets-vin. De la même manière, quand tu vas regarder ta carte des vins, tes informations sur les vins, je vais pouvoir te donner des informations sur sur la légende ou l'histoire ou le sens que donne le viticulteur qui a produit ce vin, parce qu'il a une attention particulière à la terre, une attention particulière à l'environnement, parce que c'est bio, parce que c'est naturel, parce qu'il donne un sens particulier à sa production, parce que le producteur, le maraîcher voisin, lui aussi donne une attention particulière à sa production. Et ça, je vais pouvoir le présenter parce que je donne un accès directement numérique à mon consommateur, et qui lui va pouvoir aller et donner son avis également à ce qui est produit. Et c'est là où on va pouvoir mettre en phase à la fois ce consommateur, à la fois ce producteur qui va pouvoir réellement donner du sens à sa production. Et non plus, je suis dans de la communication qui est quasi interactive, et je vais pouvoir faire une réalité augmentée. L'objectif, c'est de travailler sur de la réalité augmentée de l'information et du support que nous sommes en train de créer pour notre client. Redonner du sens à ça, redonner vraiment une histoire à ce qui est proposé. C'est tout à fait ça qui nous intéresse. Et quand on travaille justement avec ce réseau de boissons, pendant quelques temps, on s'interrogeait à savoir mais comment on va pouvoir essayer de collecter ces informations. Et c'est là qu'on est dans l'économie de la fonctionnalité, qu'on est monté sur un niveau de coopération. C'est qu'en fait, nous apportons toute notre expertise dans ce développement informatique, dans ces développements en communication pour les restaurateurs. Et le réseau de distribution, lui, par ailleurs, nous apporte le contenu d'information de justement tous ces viticulteurs et ces producteurs de vin qui sont dans leur rayon d'action et qui, eux, vont apporter ce contenu, cette information qualitative sur chacun des vins proposés. Donc, on associe des compétences. Je n'ai pas cette compétence œnologique. Ils n'ont pas la compétence en communication, mais chacun apporte ses compétences pour créer un outil nouveau qui va permettre d'apporter des informations nouvelles aux consommateurs. Et il y a une question qui nous est posée sur l'enjeu du travail avec les serveurs et les sommeliers. Est-ce qu'on est dans une logique de complémentarité ou une logique de substitution? Moi, je prolongerai un peu la question parce que là, tu parles beaucoup de la question de la production des données et puis quand même, tu mets en avant le fait que c'est pas le tout qu'elles existent de manière comme ça, qu'elles soient produites, c'est aussi leur mise en musique. Et tu as utilisé le mot du sens qui est donné finalement à cet aspect-là. Et c'est un point sur lequel tu es revenu quand on a préparé cette session-là et qui est présente aussi dans les retours qui sont faits de ton activité, c'est aussi le fait que, en fait, en découvrant ces externalités positives, en mettant en place le potentiel que représentent les données et leur capacité à être activées, en fait, il y a aussi un travail que tu mènes, il me semble, maintenant, sur justement les conditions de cette activation et en quoi ça vient transformer les métiers de tes interlocuteurs. Alors la question, elle porte beaucoup sur les métiers commerce, hôtel, restaurant, sommelier et serveur, mais en fait, ça touche aussi le commercial de ton réseau de distribution, ça touche aussi
le restaurateur, le chef de cuisine dans sa commande, mais aussi, tu t'en as parlé un peu de la capacité aussi de reconnaissance des viticulteurs ou des petits producteurs qui aussi peuvent du coup communiquer sur leur démarche. Et du coup, comment aujourd'hui alors aujourd'hui ou demain, tu envisages du coup ce travail tourné plus sur la question du travail, des évolutions du travail que ne manque pas de générer finalement l'existence, toute l'architecture qu'a mis en place Hippocam à travers ses bases de données, ses plateformes. Alors, c'est intéressant parce que justement la question qui est posée justement sur la substitution d'un outil numérique et le travail, l'expertise d'un sommelier. En fait, il n'y a pas de substitution, il n'y a qu'une complémentarité. Jamais l'outil numérique ne pourra apporter l'expertise d'un sommelier. Déjà, un établissement où il y a un sommelier, il n'y en a quand même pas énormément sur les 160 000 restaurants français. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un sommelier. C'est justement pour essayer d'apporter une information dans les établissements où il n'y a pas cette information satisfaisante sur la qualité et l'origine d'un vin. Si le sommelier est présent, alors c'est très bien, son travail sera fait. Nous, on va apporter justement une information complémentaire et redonner du sens et essayer de transmettre la valeur que le producteur a voulu mettre dans sa production, dans son vin, et la transmettre cette information aux consommateurs. En fait, ce constat, tout simplement, il est parti de... C'est très bête de se dire, mais en fait, quand un restaurateur construit sa carte, il est en relation avec un caviste qui va construire la cave en parallèle avec la carte, bien sûr. Le restaurateur fait son offre de restauration et le caviste va lui proposer les vins correspondants. Cette information existe. Or, cette information, elle n'est jamais transmise au client, au consommateur. Quand on arrive dans un restaurant, il est très rarement indiqué que tel vin irait très bien avec tel plat. Et on se dit, mais et si on mettait tout simplement ce croisement d'informations, si on faisait un petit tableau à double entrée, et que quand le caviste et le restaurateur vont créer la carte et la cave, et ben cette information croisée, je l'obtiens, moi, sur mon téléphone ou sur un support pour que je puisse avoir ces informations qui me sont données. Et puisque j'ai donné cette information croisée, eh ben, je vais aussi donner des informations complémentaires sur la qualité de ce vin. Enfin, son originalité, ses caractéristiques. Si maintenant, monsieur le consommateur, tu as fait des choix et des sélections, je suis capable de dire, sur les N dernières semaines qui se sont passées ou les N mois qui se sont passés, les sélections que tu as faites vont plutôt dans ce sens. Je peux en tirer comme conclusion que ce que tu aimes, c'est plutôt ce type de vin. Donc, dans cette carte que tu es en train de découvrir, voilà ce qui serait potentiellement dans tes goûts, puisque tu veux ça. Si maintenant tu veux une grille de découverte en me disant je veux des choses différentes, alors je vais te proposer des choses différentes. De la même manière que je vais te proposer dans des grilles de lecture, parce que tu veux quelque chose d'économique, parce que tu as des allergies, parce que tu veux quelque chose qui soit diététique, parce que je vais te donner des grilles de lecture qui vont te permettre de faire tes choix de plaisir, de diététique. Tout ça, c'est possible aujourd'hui, puisque tous les éléments sont existants. Je n'ai qu'à donner des grilles de lecture différentes. Ça, aujourd'hui, on peut faire. C'est aucune difficulté. Donc, c'est toute cette dimension-là qui est intéressante. Mais ça ne veut pas dire que le serveur disparaît, pas du tout. J'ai une information, je peux aller chercher une information complémentaire, mais dans tous les cas, si le serveur fait son travail, et il doit le faire, c'est lui qui va dire au final, aujourd'hui, là, j'ai un très bon choix, c'est ça va vous plaire, ça vous plaira moins, mais c'est à lui de le faire, bien sûr. Ça n'enlève rien à cet axe et cette relation humaine qui existe. On n'enlèvera pas ça. On ne fait que recréer une capacité à donner de l'information et à chacun d'aller consulter des informations, non pas faire un choix. Ce que je trouve intéressant, c'est le potentiel que ces informations soient mises au service du service rendu par un serveur, mais y compris par les commerciaux. Tu parlais tout à l'heure de la situation, de savoir ce qui se vend en fonction de l'établissement. Et donc, en fait, ça donne une capacité au commercial des réseaux de distribution ou des industriels aussi
de pas être enfermés dans leurs produits, mais d'avoir un discours aussi plus large qui augmente finalement le sens de ce qu'ils vont faire, y compris d'ailleurs l'organisation de leur travail, où ils vont pas taper à toutes les portes pour vendre tous les produits, etc., mais aussi d'avoir cette forme de rationalisation ou de pertinence quelque part de leur offre vis-à-vis des différents restaurateurs à qui ils vont s'adresser. Euh, Peut-être parce que le temps avance quand même. Alors, je ne sais pas si Simon, on a le droit à des extensions de temps du fait de, du démarrage un peu technique. possible ou pas. Mais simplement, peut-être un dernier point que je trouve moi très intéressant du coup dans la démarche d'Hippocampe. Alors, on aurait des heures et des heures à discuter sur tout le contenu de ce qu'a mis en place Hippocampe, mais c'est cette dimension d'un encastrement finalement, c'est-à-dire du fait que dans le modèle industriel, dans la manière habituelle de faire les affaires, on a cette tendance à segmenter l'aval, l'amont, avec des relations à chaque fois qu'on imagine plutôt bilatérales. Éventuellement, on peut être tripartite sur certaines choses. Et avec ce concept un peu structurant qui est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire chacun luttant pour la valeur en tirant la couverture à soi d'un maillon à l'autre de la chaîne. Et en fait, quand on regarde et quand on t'écoute, Pascal, on voit que ce qu'est en train d'organiser Hippocampe et ce qu'a cultivé en fait Hippocampe depuis des années, c'est plutôt un encastrement d'acteurs. Et Hippocampe organise quelque part le transfert de valeur à l'intérieur de cet écosystème en disant, mais en reconnaissant le travail du vigneron, en fait, ça facilite le travail des serveurs. En facilitant le travail des serveurs, ça facilite le travail du chef de resto qui va lui avoir un truc qui va faciliter le travail de programmation de la production. Et en fait, il y a des allers-retours de valeur entre l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ce qui fait que pour que ça tienne, il y a besoin de cette animation que mène Hippocampe, d'aller vers les uns et les autres. Et on n'a pas des gens qui sont bénéficiaires nets ou contributeurs nets uniquement. C'est-à-dire qu'ils sont que à pomper de la valeur et pas à en donner. En fait, tout le monde est embarqué dans la production globale de valeur. Et, Mais et, et ça, du coup, ça m'intéresse de voir comment tu vois stratégiquement cette question d'une situation, finalement, d'une constitution d'un écosystème autour, du coup, des éléments un peu durs que sont les éléments de données que tu sais collecter, travailler, et comment ça constitue cet écosystème aujourd'hui. Mais on se rend compte que s'il n'y a pas de partage de valeur, il y a péril pour tout le monde. Euh, Cette année 2020 vient de nous le démontrer d'une manière flagrante. Euh, Si tu tombes, je tombe avec toi. Ça, on vient de se rendre compte aujourd'hui que développer une activité, c'est pas seulement croître. Et on vient de se rendre compte qu'on pouvait tous se casser la figure en même temps. Euh, et tout le monde s'en rend compte. C'est pas donc si je ramasse la valeur et que mon client, lui, vit sur la corde raide, il va être le premier à tomber, je serai le suivant. Donc, si aujourd'hui on partage, et si aujourd'hui on avance ensemble, et si aujourd'hui nous créons ensemble, et on vient tous de se rendre compte, quand dans l'agroalimentaire on se dit, mais s'il n'y a plus les restaurants, si 50% des restaurants ferment, alors l'industrie agroalimentaire aura des difficultés. Alors les petits producteurs auront des difficultés. Alors moi j'aurai des difficultés. Si nous mettons en place, et si le consommateur n'a plus les moyens d'aller au restaurant, c'est pareil. Donc aujourd'hui nous devons mettre en place des solutions pour que tout le monde puisse vivre de son travail, vivre mieux, vivre et apporter une prestation qui soit toujours plus satisfaisante pour que chacun y trouve son intérêt. Aujourd'hui, notre travail, c'est ça. C'est de se dire comment le consommateur va trouver un intérêt, un plaisir à venir consommer dans un restaurant, comment je peux lui rendre ce plaisir. Ça veut dire qu'il aura un consentement à payer qui sera respecté. Ça veut dire que je lui aurai apporté la qualité, la diversité qu'il attend. Ça veut dire que mon fournisseur m'aura apporté cette qualité, cette diversité que j'attends. Ça veut dire que lui-même aura travaillé, développé cette qualité. On doit tous travailler conjointement et ça n'est pas le producteur qui va dire voilà ce que votre consommateur mangera. Non, le consommateur fera son choix. Et moi, je transformerai pour respecter son choix. Et moi, je ferai savoir ce que lui peut attendre. Mais je ne tire pas des conclusions pour le consommateur à dire voilà ce que tu dois manger. Non, c'est faux. Et de la même manière un maraîcher ou une industrie agroalimentaire ne peut pas définir demain ce qui sera consommé. Non. Il y aura
C'est pragmatique, j'observe, j'adapte, j'observe, j'adapte, j'observe, j'adapte. De cette manière-là, chacun à son niveau observe et adapte. Nous devons tous travailler comme ça et nous devons tous redonner de l'information en amont, capter de l'information en aval, redonner de l'information en avant, apporter des informations. Et ce n'est que cet échange-là qui nous permet à tous d'avancer au mieux pour que chacun, dans ce cercle vertueux, parce que ce n'est pas un amont et un aval, c'est un cercle vertueux, et ce cercle vertueux-là nous fait progresser tous. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Alors, il y a une question que je trouve intéressante qui est sur le fait que la recommandation sur des vins, par exemple, basés sur l'IA, est-ce qu'elle n'aurait pas comme effet de débrancher le cerveau du serveur euh, et au final lui faire perdre le sens de son travail? Je trouve que cette question-là, c'est la ligne de crête de la question des données ou de l'information que peut donner Hippocampe. C'est-à-dire, si on est dans un truc où ce qui est fait valeur, c'est le data tout seul, et non pas la dimension d'intégration, effectivement, c'est le risque, c'est qu'on en soit à se dire on va faire le choix à la place d'eux. Et il me semble que tu as déjà répondu pour le consommateur, mais en fait, la question de la prescription, du statut de la prescription, elle vaut pour l'ensemble l'ensemble finalement de l'écosystème. C'est plutôt de se dire, l'idée, et je pense que c'est ce que tu disais, mais tu pourras confirmer peut-être Pascal, c'est pas de dire qu'on choisit à la place d'eux, c'est plutôt de dire on donne des clés, les fameuses grilles de lecture dont tu parlais tout à l'heure, mais qui permettent en fait au serveur de convoquer son métier, qui est lui l'intégration dans la situation réelle du restaurant. Les gens, ils les voient en vrai dans la salle, ils voient bien s'ils sont 2, 4, 6 ou 12 à table, si c'est un dîner d'affaires, si c'est un dîner entre amis, s'ils ont le temps, s'ils n'ont pas le temps. Tout ça, c'est son métier. Et donc, c'est là où je pense que la question, c'est plutôt comment on produit des éléments qui sont au service du métier des restaurateurs et pas qui cherchent à faire à la place du restaurateur le travail. Sinon, ils ne s'engagent plus dans l'écosystème. C'est justement là où la notion de chaîne de valeur, elle donne cette habitude où normalement un intégrateur de données, ce qu'il essaye de faire, c'est de piquer le plus de place chez les autres, de faire en sorte de s'accaparer le travail des autres. Et ça, c'est le modèle chaîne de valeur dans lequel on dit, bah, j'ai pas besoin de votre contribution, j'ai juste besoin de vos données et moi, je sais les intégrer, les agréger, en faire des trucs vachement intelligents et puis, du coup, vous êtes tous dépendants de moi. Je pense que dans la démarche, enfin, c'est pas que je pense, et je suis sûr, dans la démarche de Pascal et dans Hippocampe, il y a une autre, il y a une dimension qui est plutôt de se dire, cette production de données, tout le monde en est quelque part en partie responsable et ça dépend de l'activité de chacun. Et il faut avoir conscience qu'elle ne nourrit pas que notre travail à nous, mais bien un écosystème qui est plus important. Et derrière, il y a une dimension qui est que cette production de données, elle ne règle pas les questions professionnelles. Elle ouvre du potentiel pour les questions professionnelles. Elle permet de se déplacer. Mais elle ne dicte pas, il ne fait pas les programmations automatisées pour les producteurs, par exemple, en disant, moi j'ai les données, voilà les quantités à faire. Ça permet des mécanismes d'alerte plus fins, plus ancrés aussi sur la dynamique réelle de ce qui se consomme, de ce qui se discute, de ce qui se pratique dans les hôtels, cafés, restaurants, mais ça ne règle pas l'affaire. Et c'est toujours une difficulté qu'il peut y avoir avec ces questions de données, c'est si on fait tomber la donnée, c'est-à-dire l'apprentissage qu'on a comment, statistique du passé, comme ce qui nous dit totalement de ce qui devrait devenir, et en fait, on fait des modèles, euh, des modèles pratiques. Ça devient ce qu'il faut faire. Et donc, dans ce cas-là, on est dans un mode où on prend le pouvoir. Mais on peut aussi imaginer que le travail d'analyse, de construction de ces grilles de lecture, l'apprentissage collectif, en fait, parce que quand tu parlais du travail entre un restaurateur et un caviste, en fait, c'est une forme d'apprentissage collectif. On comprend ce qu'essaye de faire finalement un restaurateur auprès de son caviste quand on regarde ce qu'ils font concrètement. Donc, ce dispositif d'apprentissage, il est plutôt tourné vers une sorte de professionnalisation de l'ensemble, appuyé, adossé, supporté par ces dimensions de données, que réglé à l'avance par ces dimensions de données. Je ne sais pas si tu partages, Pascal, sur... Oui, je partage totalement et je réagis donc à cette remarque sur l'IA qui déconnecte le cerveau du serveur. Je veux dire, si justement le serveur a ce cerveau et ce sens du service et du conseil, c'est parfait. C'est malheureusement pas toujours le cas.
Et c'est justement pour les cas où ça ne se produit pas qu'on serait présent avec de l'IA, l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui nous intéresse, et comme tu le disais à l'instant, c'est plutôt qu'on propose, encore une fois, ces clés de lecture dans une carte où j'ai 80-20, je ne sais pas, je ne sais que choisir, aucun nom ne m'interpelle. Si on me dit sur les 80 là, il y en a 5, 6 qui seraient conseillés pour l'ensemble des plats que vous prenez, faites votre choix. Voilà des informations sur chacun d'eux. Voilà un petit mot du viticulteur qui nous a laissé avec un petit PDF ou une petite séquence YouTube ou quoi que ce soit. Vous avez des éléments, discutez-en, faites votre choix, interpellez le serveur, parlez-lui qu'il vous dise également, parce que c'est là aussi où l'outil est pédagogique, ça permet également au serveur d'avoir des informations complémentaires à lui aussi sur la cave qu'il a dans son établissement, et ça va nous permettre d'avoir un échange réel sur la qualité d'un vin. Eh bien, très bien. L'idée est celle-là. Donnez-moi de l'information que, en connaissance de cause, avec lumière, je puisse faire un choix. C'est tout. Dites-moi plus. Vous, verbalement, monsieur, mademoiselle la serveuse, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi votre petit mot, avec émotion, ce que vous ressentez, vous, parce que jamais l'émotion ne sera dans une information numérique. Donc, échangeons maintenant émotionnellement ce qu'il y a, mais ce sera parfait. Ce qui est intéressant, c'est de créer une concertation autour de ce plaisir qu'on aura à découvrir un vin. C'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce que je peux faire découvrir un vin? Et lorsqu'on évoque ça avec nos clients restaurateurs, se disent, mais c'est génial, je vais sortir des sentiers battus et des 3-4 appellations traditionnelles qui sortent en permanence et qui font 80% de notre chiffre d'affaires. Stop. Je voudrais que des gens ouvrent, découvrent autre chose. Et notre seule interpellation, c'est ça, essayer de découvrir autre chose. Donnez-moi envie de, serveur, donnez envie de, et faites découvrir quelque chose. Cet instant de restauration est important parce que c'est un instant de plaisir. Il faut absolument que ça le redevienne. Et ça, on doit y travailler pour. Peut-être, alors, avant, ce que je proposais, vu les questions sur le lien avec la question de l'EFC, c'est peut-être de faire une forme un peu de conclusion derrière ça. Mais avant tout, je voudrais revenir avec toi sur un point quand on a repris du coup ta trajectoire ensemble, pour comprendre aussi les ruptures que ça a construit par rapport à la trajectoire initiale de ta première société. Et moi, j'en avais retenu deux, mais tu peux peut-être nous en dire deux mots sur ce que tu vis du coup maintenant. J'avais retenu comme rupture, la première chose, c'est il n'y a plus de démarche de volume. C'est plus un problème, la question du volume. C'est pas ça l'enjeu. C'est quand même pas une petite question, parce que je remets quand même en perspective ton métier initial, c'est l'imprimerie, notamment café, hôtel, restaurant. Et quand même, rompre avec la logique de volume dans l'imprimerie, qui est quand même normalement l'espace de bataille à peu près à chaque fois dans ce secteur, avec cette question des coûts unitaires, d'une vraie bataille très dure sur ce type de support, c'est pas une petite rupture par rapport à la trajectoire du secteur duquel tu viens. Et la deuxième question, c'est la nature des négociations. Tu en as dit deux mots tout à l'heure, quand tu as dit on discute pas, en fait, on discute beaucoup plus de la pertinence de ce qu'on est en train de faire, du contenu, de la valeur, de ce que ça vaut, de comment ça les aide, et que ce soit avec tes fournisseurs, avec tes clients, avec les partenaires qui sont embarqués avec toi, l'objet de discussion, c'est pas d'abord le prix. La question du prix, elle est mise à distance. C'est quand même deux ruptures relativement importantes quand on pense à toutes les entreprises qu'on rencontre. En général, les préoccupations des dirigeants, c'est la croissance de l'activité, comprise comme la croissance du nombre d'unités de facturation qu'on cherche à multiplier, d'autant plus quand c'est basé sur des éléments matériels, du type un imprimé. Et de l'autre côté, la bataille sur les prix, avec derrière, en fait, la question de la marge, et avec ce que tu disais dans ta trajectoire initiale, qui est le fait que dans le secteur dont tu venais, l'imprimerie classique, les marges fondent comme neige au soleil, et ça devient des formes enfin, un objet de bataille très lourd,
qui pousse à de la concentration, à du progrès technique, qui est des machines de plus en plus rapides, de plus en plus grosses pour imprimer de plus en plus vite, des temps d'utilisation machine qu'on essaye de faire aller le plus possible vers 100%. Enfin bref, tout ce que tu connais très bien en tant que ex-embarqué dans ces questions-là. Et du coup, c'est juste pour faire mesurer la rupture que tu as permis d'engager et comment ça ouvre des horizons de discussion, de construction, certes pas balisés, c'est-à-dire que c'est pas facile, ça, on est tous d'accord pour se dire que il faut plutôt être très tendu vers l'activité réelle et être attentif et pas manquer d'énergie pour construire tout ce qu'il y a à construire et tout ce qu'a construit Hippocampe depuis 2017. Et en même temps, qui permet quand même de se libérer de choses qui étaient particulièrement pesantes, du type cette logique de volume ou des discussions, négociations tournées autour du prix. Est-ce que tu... Il y a une rupture déjà essentielle, c'est quand on parle, jadis on vivait sur les volumes d'impression qui sont faits, maintenant on est en train de créer une nouvelle plateforme qui est destinée aux restaurateurs en direct et non plus aux chaînes, à l'industrie agroalimentaire à destination des restaurateurs dans un second temps. Et sur cette prochaine plateforme, le restaurateur pourra venir concevoir sa carte lui-même et ce sera gratuit. Il y aura un service qui permettra à chacun de travailler gratuitement. Donc, ce n'est pas le volume qui nous intéresse, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'ensuite, et même si la personne ne veut pas des services complémentaires, il y aura bien sûr des services complémentaires qui seront, eux, par abonnement, payants, mais le service de base qui consiste à mettre à disposition son information sur un imprimé quelconque, ça sera gratuit. Le restaurateur pourra très bien concevoir son document, en user comme il le veut, le photocopier lui-même, l'imprimer lui-même, chez son beau-frère s'il veut. C'est pas mon problème. La question c'est si j'apporte des prestations complémentaires, des services complémentaires, alors il y a une disposition à payer de la part du restaurateur qui obtient un service complémentaire. Et ça n'est que ce service-là que nous faisons désormais payer. Ça n'est plus le fait d'imprimer quelque chose ou de concevoir un travail initial. Ça, il peut le faire lui-même, et puisqu'il le fait lui-même, le temps consacré à le faire par lui-même, c'est gratuit. Donc, notre idée n'est plus justement de faire ces volumes-là, mais d'apporter justement des informations complémentaires. Et c'est sur ce volet-là, de pouvoir apporter des traductions, des lectures différentes, des informations allergènes, tout ce qui va être au-delà et intéresser le consommateur pour son plaisir de consommateur, alors là, oui, il y a des choses qui seront beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus pertinentes. Et ça, le restaurateur, nous parions, je dis nous parions, c'est pas un gros pari puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais que c'est cette dimension de service additionnel que je peux être rémunéré pour la prestation complémentaire que j'apporte, qui est une vraie prestation. Je considère qu'aujourd'hui, faire un listing de places sur un support, aussi esthétique soit-il, ce n'est pas une prestation qui est une prestation extraordinaire. Donc aujourd'hui, je considère que ce sont cette valeur ajoutée-là, elle est monnayable, elle est facturable. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et c'est cet échange que nous avons avec les restaurateurs sur ce plus que nous apportons. Quand je disais, on a mis en place ces QR codes, c'est gratuit. C'est gratuit pourquoi? Parce qu'on a développé des solutions et que ce n'était pas grand-chose pour nous que de faire ces 15 jours de développement complémentaire, mais ça permet à un restaurateur de travailler. Et bon sang, si je ne lui mets pas à disposition une solution qui va lui permettre à lui de pouvoir réouvrir après un confinement, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris à cette famille et ce réseau d'activités dont je suis un des éléments. Et quand on travaille avec cette industrie agroalimentaire ou les réseaux de boissons en disant mais on va mettre les QR codes en place, pas seulement pour votre carte des vins ou votre carte de glace, mais on va mettre d'une manière globale un restaurant pour qu'il puisse mettre toute son offre, même avec des produits concurrents aux vôtres ou aux miens, peu importe, on va lui permettre de travailler mieux. Pas seulement pour moi. Je ne vais pas mettre un QR code pour une carte des vins, puis un autre prestataire un QR code pour une carte des plats, et puis un autre prestataire pour un QR code pour une carte des boissons. Et je me dis, mais et le consommateur là-dedans, il va flasher des QR codes dans tous les sens, et il ne saura pas où. Ça n'a aucun sens. Donc faisons une solution qui soit généralisable, et que le restaurateur, qui puisse être
vraiment un bénéfice pour le restaurateur et le consommateur. Peu importe que aujourd'hui cette solution est en ligne, un restaurateur qui n'est même pas notre client peut aller flasher ce QR code, faire son code, créer un compte gratuitement, mettre ses supports, même si ce n'est pas les miens, si ce sont des supports d'un confrère, mais bien sûr, il peut le faire. C'est une excellente chose, ça va lui permettre de travailler. Je n'ai pas à gagner là-dessus. Je n'ai qu'une chose à me dire, c'est que si les restaurateurs travaillent, alors les consommateurs pourront continuer à se faire plaisir dans des restaurants et nous pourrons tous à la fois aller consommer dans des restaurants et à la fois travailler avec nos clients que sont des restaurants. Allons-y, quoi. Je ne mets pas ma société en péril en mettant cette solution en place et j'aide nos clients ou toute une branche d'activité à pouvoir poursuivre leur activité et les services proposés à des consommateurs. C'est tout simplement humain. Alors, mieux comprendre l'enjeu de sobriété. Alors, je ne sais pas si on peut encore aller vers d'autres questions. Ce que je propose peut-être, pour pas manger trop de temps et que Marion puisse aussi présenter la dynamique régionale, puisque ça me semble aussi important de faire cet aspect-là, enfin de revenir sur cet aspect-là. Peut-être juste dire deux mots un peu pour mettre enfin, pour dire ce que le cas d'Hippocam, mais en fait de plein d'autres entreprises de l'EFC, hein, finalement nous permet de dire, de repérer. C'est d'abord, moi ce que je trouve remarquable dans ce qu'a fait, dans la trajectoire de Pascal, c'est encore une fois l'ampleur de cette rupture avec le mode industriel. C'est-à-dire qu'on est dans une pratique d'entreprise particulièrement exotique, si on regarde avec les grilles un peu habituelles, les lunettes habituelles. Quand on t'entend et on comprend le côté hyper fondé de se dire rendre service très largement à tous ces restaurateurs, c'est ce qui fait sens. Donner l'accès à tous, c'est ce qui permet que l'ensemble tienne. En fait, à la fin du récit, quelque part, on est à se dire, ah oui, c'est sûr, c'est évident, c'est comme ça. Mais on oublie un peu que c'est pas ça la règle dehors, enfin, dehors, autour. C'est pas ça qui se passe partout. Que en général, on est dans cette dimension plutôt un périmètre de l'activité qui est très tourné sur des dimensions très identifiées, très certaines, sur soi, et où on bataille pour sa propre valeur et pas essayer de générer des valeurs, ce que nous on appelle patrimoniales, c'est-à-dire partagées, qui n'ont pas de réels titulaires mais qui font sens pour plusieurs acteurs, qui sont à l'échelle finalement de cet écosystème que constitue Hippocam autour de lui. Et donc ça, c'est un premier, pour moi, un premier point quand même très important, c'est de montrer que dans l'EFC, on dit souvent, l'EFC, quand ça se met en œuvre, généralement, le périmètre d'atterrissage, c'est pas celui de départ. On peut pas avoir le même périmètre de questions à l'arrivée qu'on avait au départ. Et parce qu'on s'intéresse aux externalités, aux effets qu'ils génèrent sur les autres, sur notre territoire, sur nos partenaires, sur en fait notre écosystème, et que ça amène finalement à étendre cette possibilité de réflexion à une échelle plus grande qui est celle de l'écosystème. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est, je pense que l'attachement particulièrement fort aux dynamiques réelles et à ce qui se joue dans l'activité réelle des partenaires, de nos propres salariés, de ceux de nos clients et fournisseurs, etc., ça donne cette capacité aussi à construire autrement ce que tu appelles de l'agilité, c'est-à-dire une capacité à réfléchir, penser, construire, à innover en fait, à inventer des choses nouvelles, non pas d'un point de vue d'une sorte d'idée géniale qui s'étendrait sur un marché qui serait préexistant, etc., mais plutôt de se dire de ce que l'on voit, de ce que l'on sait, de ce que l'on constate, de ce que l'on vit, comment ça nous donne l'occasion de réagencer, y compris nos propres ressources, voire d'en constituer des nouvelles, lesquelles nous manquent, lesquelles sont intéressantes, et d'avoir finalement un mode d'innovation qui soit une innovation par itération, mais des itérations dans cet écosystème. Un mode d'avancer pas à pas, mais de construction petit à petit, brique après brique, vous savez, de la route de briques jaunes, hein, du magicien d'Oz, là, de construction brique après brique de ce chemin nouveau qui s'écarte d'un format habituel où tout de suite, l'innovation demande un gros investissement et du coup, tout de suite, pose la question de qui va capter la valeur. Ce mode d'itération en partant par
par le réel de l'activité, ça permet aussi de discuter brique à brique de qui peut être aussi contributeur de quoi, qui a une manière de contribuer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans les documents que j'avais lus sur Hippocam avant notre entretien, c'est aussi l'identification qu'il y a des contributions qui sont aussi des contributions en nature. Euh, le vigneron qui va mettre dans la carte la description de sa démarche, c'est une contribution qui ne fait pas appel à un mouvement financier. Et donc là, on a aussi des constitutions de ressources collectives qui sont un moteur très important de la trajectoire d'Hippocam. Enfin, je trouve que on voit bien combien le décalage dans le modèle économique, tout de suite, reconvoque la question du sens au travail. Et la question qu'on a eue sur les serveurs, par exemple, ou les sommeliers, elle est importante parce que on voit bien que derrière le changement de conception de modèle économique, il y a un changement de la question du rapport au travail. Parce que si on imagine les solutions EFC comme des quasi-offres, c'est-à-dire des boîtes nouvelles que l'on pousserait, et puis les gens viennent, il n'y a pas de discussion, on les achète et c'est censé résoudre le problème. On comprend le risque qui est derrière la question de se dire, bah, du coup, l'intérêt, c'est de capter le boulot des uns et des autres et de multiplier ces boîtes et reprendre petit à petit cette logique de volume, de chaîne de valeur, de rapport de puissance quelque part entre les acteurs. Mais je pense que dans ce que met en œuvre Hippocam et plein d'autres entreprises de l'EFC, il y a toujours cette dimension de se dire comment, en étant attentif à ce qui se passe en vrai, en fait, ça donne des éclairages sur ce que ça déplace du travail des autres. Et derrière ce que ça déplace du travail des autres, c'est de se dire, est-ce que c'est juste de l'effet fortuit et puis on ne s'y intéresse pas, ou est-ce qu'au contraire, on essaye de l'attraper et d'en faire de l'innovation? Quand on a préparé tous les deux ensemble avec Pascal Rémy, il m'a donné une petite anecdote d'un industriel qui vend des glaces et qui dit mais tu es en train de faire de moi, c'est génial parce que je ne suis plus là à vendre des pots de glace, je deviens accompagnateur des restaurateurs. Et ce petit décalage-là, on peut se dire ouais bon ok c'est sympa, c'est anecdotique, ou alors se dire oui c'est vrai et on va essayer de le prendre au sérieux. Et on voit que la démarche d'Hippocam et son innovation, c'est justement d'aller chercher ces fils, de les tirer et de mettre tout l'écosystème quelque part en situation de contribuer à cette modification du métier. Ça n'intéresse pas uniquement le commercial de chez l'industriel, ça intéresse l'intégralité finalement de l'écosystème que ce métier se déplace. Et ça, pour refaire le rapport à l'EFC, vous savez, l'EFC, c'est pas simplement dire on vend plus les biens, on vend leur usage. Ça, c'est la version un peu de base, on pourrait dire. Et c'est qu'en fait, quand on passe de l'industrie, c'est-à-dire de la vente de biens à du service, si on prend au sérieux le service, ça veut dire qu'il faut aussi comprendre la contribution de nos interlocuteurs. Et comprendre la compréhension de nos interlocuteurs, c'est aussi comprendre comment ça les déplace, ce que ça va les amener à bouger, en fait. Ça va les amener à faire autrement, à réinventer eux-mêmes leur propre activité. Et ça, c'est ça qu'il faut prendre au sérieux dans les relations servicielles. Dans quelles conditions ils sont capables de faire ça? Et donc, on est obligé de se poser la question, en quoi ce que je constitue, mes dispositifs, mes ressources, elles sont au service aussi de la transformation des autres. Et la transformation des autres, elle recèle aussi à la fois des dilemmes qu'on aura besoin de résoudre ensemble, on en a beaucoup parlé ici, mais aussi ce qu'on appelle des fois dans les parcours les pépites, c'est-à-dire des petites innovations qui ont l'air de rien, mais qui finalement, si on les remet dans l'écosystème, permettent de faire ce qu'on appelle le saut systémique, c'est-à-dire le changement de registre et d'atteindre finalement les ruptures dont a parlé Pascal ici, et qu'on voit en fait dans beaucoup d'entreprises. Avec un dernier point, quand même, sur ce que disait Pascal sur le rapport aux restaurateurs dans cette période particulièrement compliquée, vous avez vu Pascal, il n'a pas l'air d'être un dirigeant particulièrement très inquiet aujourd'hui, pourtant il bosse quand même avec des entreprises qui, elles, sont en difficulté. Je pense que derrière, il y a quand même cet aspect que la notion de résilience de ces restaurateurs, et le cas du premier déconfinement donne particulièrement de puissance du coup à ce qu'a fait Hippocam pour dire en quoi la résilience, c'est pas que le problème de restaurateur, mais qu'il y contribue. Et qui, par là, en fait, ils trouvent les leviers pour aussi faire que les restaurateurs, non seulement s'en sortent demain, mais dans un modèle, y compris, qui les mettent moins dans un réseau de pression, qui est cette fameuse chaîne de valeur où le cafetier, l'hôtel ou le restaurant individuellement, dans le réseau de chaîne de valeur habituellement,
les valeurs de solidarité. C'est aussi une solidarité liée à la pertinence que l'on met en. Et donc, bah, ce que je te propose, Marion, puisque tu es chargé de mission à la région sur ces questions, bah, de nous dire du coup comment est envisagée, pensée, mise en œuvre la dynamique EFC en Grand Est. Merci Romain. Du coup, j'espère que vous m'entendez tous. Donc, je me présente, Marion Bardot. Je travaille effectivement à la région Grand Est en tant que chargée de mission sur l'économie circulaire. Et l'un des sujets sur lesquels je travaille, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter vraiment rapidement ce qui peut être fait aujourd'hui, les actions qui sont déclinées en région par rapport à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération suite à ce retour d'expérience et cette présentation du concept qui vient de vous être faite. Le travail qu'on fait sur l'EFC s'inscrit dans le cadre du programme Climaction. Donc, je ne sais pas si c'est un programme dont vous avez déjà entendu parler. C'est un programme qui est vraiment tourné vers la transition énergétique, qui travaille, on va dire, sur tous les piliers de la transition énergétique et écologique et sur toutes les cibles, que ce soit entreprises, collectivités, particuliers. Et dans ce cadre-là, on a donc une action qui est orientée vers les entreprises sur, on va dire, tous les enjeux liés à l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en fait partie. Même si c'est un sujet un peu à part. Comme le pointait quelqu'un dans les questions qui ont pu être montées, l'enjeu par rapport aux questions environnementales n'est pas forcément toujours évident, mais pourtant il y a bien cette logique à travers ce nouveau modèle économique, et c'est vrai qu'il y a aussi une forte dimension économique et stratégie d'entreprise, mais le lien avec l'environnement, c'est globalement de tendre vers de sortir du volume, mais de tendre vers une efficacité de la solution qu'on propose qui est meilleure, et en puisant moins dans les ressources naturelles et les ressources au sens large. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille sur le sujet de l'EFC. Et c'est un travail qui s'inscrit donc en partenariat, en binôme avec l'ADEME. Le programme Climaction est coporté par l'ADEME et la région Grand Est. Et principalement, ce que je vais présenter rapidement, c'est tout ce qu'on peut faire à destination des dirigeants d'entreprise en termes d'accompagnement. Et puis, ce qui a déjà été évoqué rapidement avant, c'est le club UFC Grand Est, qui est plus une dynamique d'animation. Alors, pour aussi un petit peu étoffer ça sur l'écosystème, donc comme je le disais, la question de l'économie de la fonctionnalité de la coopération est coportée par l'ADEME en région. Ici, je vous donne juste les contacts aussi. Alors, on est deux principalement à porter ça au niveau institutionnel, donc mon collègue Laurent Poulain de l'ADEME et moi-même au niveau de la région. L'idée aussi, c'est de pouvoir que vous puissiez nous identifier. Si demain, vous avez envie juste d'en savoir un petit peu plus, juste d'échanger, de vouloir être accompagné de plusieurs façons, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on travaille en étroite collaboration, donc d'une part avec l'ANREAL, évidemment, mais aussi avec Initiative Durable, donc qui organise aujourd'hui cette session et le forum. Et puis, un acteur avec lequel on travaille déjà et avec lequel on a envie de travailler encore plus dans les mois à venir, c'est la CCI Grand Est. Voilà, donc j'en dirai peut-être un petit peu plus après aussi. Alors, je vais peut-être déjà me concentrer sur la question de l'accompagnement qu'on peut proposer aux dirigeants. Et le témoignage de Pascal Rémy aujourd'hui illustre ça. Donc, on propose en fait des parcours d'accompagnement qui ont été déclinés jusqu'à aujourd'hui par Initiative Durable en lien avec Atemis. Donc, vous avez tous les acteurs autour de l'écran aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'accompagner dans la durée les dirigeants pour, comme vous pouvez le lire actuellement à l'écran, dépasser le modèle actuel, construire un nouveau modèle d'affaires, développer une stratégie en augmentant la valeur et mieux prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Pourquoi on fait un accompagnement dans la durée? C'est parce que, vous avez peut-être pu le remarquer, mais le prisme de l'EFC est très, voilà, il y a un référentiel qui est très structuré, et il faut aussi un certain temps pour que le dirigeant puisse s'approprier ce nouveau prisme-là et envisager sa stratégie de développement par rapport au prisme de l'EFC. Donc, à ce jour, on a eu 3 parcours d'accompagnement qui ont été déclinés, plutôt sur le côté est de la région, donc en Alsace et dans les Vosges. Et à chaque fois, il y a une promotion de 10 dirigeants qui s'engagent sur plusieurs mois avec du coup des échanges en collectif, mais aussi un accompagnement plus individuel pour que chaque entreprise puisse se projeter dans sa trajectoire EFC. Le côté collectif, il est aussi intéressant du coup pour créer l'échange entre les dirigeants. Donc aujourd'hui, on a une 30aine d'entreprises accompagnées.
Effectivement, si vous voulez, enfin, vous verrez aussi à l'écran la diversité des entreprises qui ont déjà pu être accompagnées. Et ça illustre bien le fait que ce concept peut vraiment être pertinent dans de nombreux cas. Complément un petit peu à cet accompagnement collectif qui aujourd'hui existe. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, ça a été décliné plutôt côté est de la région et avec Initiative Durable. Quand je parlais précédemment de la CCI Grand Est, c'est parce qu'on a aussi un partenaire, un référent sur l'EFC qui travaille à la CCI, qui est basé plutôt à Reims. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir offrir la possibilité à des dirigeants de suivre un tel parcours plutôt côté Champagne-Ardenne ou ouest de la Lorraine. Voilà. Et en complément, on a aussi un dispositif de financement. Alors ça fait le lien avec ce qui était inscrit dans les premières diapos, mais bon, c'est pas forcément gênant. On a un dispositif de financement qui est proposé dans le cadre de Climaction. Donc là, plutôt, où les interlocuteurs vont être la région et l'ADEME pour accompagner un dirigeant vraiment plus dans la mise en œuvre. Là où l'opération collective va plutôt accompagner le dirigeant à modifier sa stratégie ou sa façon de se projeter, dans la stratégie de développement de son entreprise. Là, c'est vraiment plutôt pour passer à la mise en œuvre du nouveau modèle d'affaires, où il peut y avoir besoin à un moment donné de prestations, d'accompagnement ou même d'investissement pour mettre en œuvre la nouvelle solution. Donc, on peut aussi accompagner ce type de projet-là, donc soit une entreprise qui a suivi le parcours et qui est arrivée à maturité, ou alors une entreprise qui, par ailleurs, était déjà assez engagée sur la question de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération et qui a envie de passer à l'acte. Donc voilà, plutôt sur le côté accompagnement qu'on peut offrir aux entreprises. Et du coup, je vais revenir sur le club EFC. Le club EFC, c'est complémentaire à cet accompagnement-là, où là, on est plus sur un enjeu d'acculturation et d'insuffler aussi une dynamique sur le sujet de l'EFC en Grand Est. Donc aujourd'hui, le club, il est porté par Initiative Durable également. On a pour objectif de proposer 4 fois par an des séances de découverte pour pouvoir en parler plus largement et acculturer l'écosystème. Alors, d'une part, en parler aux chefs d'entreprise pour pouvoir les accompagner derrière s'il y a un intérêt et une pertinence, mais aussi à tout l'écosystème économique sur le sujet. Donc 4 sessions par an. Aujourd'hui, par exemple, c'en est une. La prochaine, c'est le 16 décembre, donc à l'Eurométropole de Strasbourg, où on sera centré sur 2 retours d'expérience de dirigeants qui ont suivi le dernier parcours d'accompagnement. Et on a eu des séances qui étaient plus destinées à un public en particulier, ou par exemple à un enjeu autour de la commande publique, le lien avec l'EFC, etc. Donc ça va dépendre un petit peu des sujets du moment, mais en tout cas, l'idée, c'est d'en parler, d'acculturer au maximum. Et ce club, il y a aussi une autre partie qui est plus réservée en fait aux dirigeants, donc un espace de travail pour les acteurs engagés. Mais finalement, c'est plus offrir une continuité aux dirigeants qui ont pu être accompagnés dans le parcours. Se dire qu'au bout de X mois d'accompagnement, de réflexion, de projection, c'est pas forcément l'idéal de se retrouver seul, sans pouvoir échanger sur la suite. Et donc le club, il est là aussi pour ça, c'est-à-dire que les entreprises qui adhèrent au club ont des temps qui sont réservés pour travailler sur tel ou tel enjeu, des rendez-vous aussi individuels pour les faire progresser et avancer, et passer justement à une phase de mise en œuvre et de déclinaison du nouveau modèle économique à travers le prisme de l'EFC. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui en région. L'idée, c'est de se dire que c'est vraiment un sujet qu'on a envie de porter, qui est aussi assez porté au niveau national par l'ADEME. Et on a vraiment la volonté de pouvoir accompagner plus largement, diffuser plus largement ces principes. Parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un sujet qui est un petit peu moins présent par rapport à d'autres sur l'économie circulaire. Donc, il y a cette volonté de renforcer le club, d'une part. Donc, se dire que l'année prochaine, on va voir pour donner plus de moyens au club et peut-être faire plus de sensibilisation, travailler sur des sujets un petit peu plus précis ou avec des relais d'entreprise, par exemple les agents de développement économique, de manière générale, les acteurs de l'innovation, parce qu'il y a évidemment un côté innovant aussi dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui et les modèles économiques qui peuvent être développés à travers l'EFC. Et puis, comme je le disais également, pouvoir accompagner des entreprises de manière plus large sur le territoire, sachant qu'aujourd'hui, on a plutôt été du côté est de la région. Voilà un petit peu l'ambition qu'on se donne avec l'ADEME pour les prochains mois et les prochaines années sur le sujet.
Alors, je vais ok, je reprends la main pour la clôture, pardon. Euh, Peut-être une petite précision quand même, parce que Marion a parlé de la dynamique nationale et de l'appui de l'ADEME. Il faut savoir que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, elle est aussi organisée autour d'un institut européen de l'éco de la fonctionnalité de la coopération que soutient notamment l'ADEME, hein. Et en fait, des clubs du type de ceux qu'il y a en Grand Est, il y en a, donc je vous ai parlé tout à l'heure du club Noé à Lille, si vous l'avez entendu, mais il y en a aussi dans d'autres régions françaises, en PACA notamment, il y en a un, en Occitanie, il y en a un autre, il y en a en Île-de-France également. Donc c'est aussi une démarche, la démarche locale originale, parce elle est propre au Grand Est dans sa construction, mais il y a des démarches équivalentes avec des dirigeants également accompagnés et donc un réseau d'entreprises aujourd'hui à l'échelle nationale qui est autour de ça. Et même d'ailleurs, pour aller plus loin, il y a aussi deux clubs qui se sont constitués à, je crois, Rio et Belo Horizonte au Brésil. Donc pour dire qu'il y a une démarche comme ça de constitution de ce type de club un peu partout. La manière, enfin, peut-être pour boucler du coup la boucle de cet atelier, alors c'est pas du tout terminé, hein, je ne peux que vous inviter à aller assister aux travaux du club et si vous êtes dirigeant à vous rapprocher du coup de Simon et Marion pour tous ces dispositifs de soutien et de découverte. Et alors, il n'y a pas que Pascal Rémy, vous avez vu plein de dirigeants qui sont engagés et je pense que c'est un point important parce que il faut se rendre compte que la démarche de l'éco de la fonctionnalité de la coopération, elle n'est pas tournée uniquement vers un certain type d'entreprise, une certaine forme, un certain secteur, certains produits. Il y a une variété très grande, il y a des entreprises d'à peu près tous les domaines. Moi, personnellement, j'ai accompagné des gens qui sont dans la pisciculture, des notaires, des géomètres experts, en même temps des imprimeurs, en même temps des magasins bio. Enfin, c'est assez ouvert à tout le monde. Et ensuite, c'est une démarche qui s'appuie très vite par la question d'une communauté constituée, et c'est tout le sens de la démarche et de la dynamique régionale, qui est aussi du coup, de réunir ses forces autour du coup de cette petite institution qui est un club éco de la fonctionnalité et de la coopération, mais qui, je l'imagine, va beaucoup grandir. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si Simon, il y a d'autres éléments à rajouter. Peut-être une information. Alors, on va revenir vers vous. Normalement, Simon en parlait tout à l'heure du jeu de l'EFC, qui est un autre moyen de rentrer dans la démarche. Donc, sans doute qu'il y aura d'autres occasions de rediscuter ensemble. Si c'est pas moi, ce sera des collègues aussi du côté, soit à côté Athémis, soit à côté du club. Il y a beaucoup d'autres interlocuteurs possibles. L'occasion, du coup, peut-être simplement pour moi de remercier à la fois Pascal pour ton éclairage très intéressant de ta trajectoire, alors très condensé, et malgré, on pourrait dire, les perturbations techniques, mais j'imagine que tout le monde a pu capter la profondeur de ce que fait Hippocam, et s'il y a des curieux, j'imagine qu'ils peuvent aussi regarder sur votre site et vous suivre dans l'actualité et comprendre du coup ce que vous faites. S'il y en a qui sont restaurateurs et qui veulent encore mieux comprendre, c'est encore mieux, ils peuvent s'adresser directement à toi. Euh, Merci aussi à Marion pour l'effort de synthèse de la dynamique EFC dans la région, puisque tu l'as dit, c'est toujours très riche et c'est toujours un peu compliqué l'EFC, mais c'est de voir que ça passe aussi par une articulation, un agencement d'acteurs particulièrement savant à chaque fois et original et construit comme ça. Et écoute, merci à Simon et puis à tous tes acolytes là qui sont avec toi, on le sait, dans l'espace studio, malgré les difficultés et malgré tout ça, je pense qu'on a réussi à tenir malgré tout un temps sur l'EFC. Et j'espère pour tous les auditeurs que du coup ça vous a permis de mieux saisir l'intérêt du concept. Bien sûr, il n'y a pas tout. Il faut se rendre compte que quand on commence les parcours d'accompagnement, on passe 2 jours à faire la déconstruction du modèle de pensée industrielle, puis la construction du modèle de pensée servicielle. Ça prend minimum 2 jours. Là, on le fait en 1 heure et demie, donc c'est toujours un peu contraint. Et du coup, je vous invite, si vous êtes curieux et vous voulez aller plus loin, soit à suivre les séances du club, soit à vous rapprocher de Simon pour le jeu de l'EFC, qui est un autre mode de rentrée, soit de regarder. Il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui en ligne qui permettent d'avoir d'autres exemples d'entreprises, d'autres capsules sur des concepts. Et en fait, il y a déjà pas mal de ressources disponibles sur ces questions-là. Si vous ne savez pas où les trouver, vous adressez à Simon, il sait où tout ça se trouve.
Merci à tous et du coup, bonne continuation dans le forum développement durable et puis peut-être à bientôt pour ce qui me concerne, sûrement à bientôt pour tous les autres intervenants. Merci. Merci à tous.